Bonjour, on est bien sur la deuxième session de rendu du projet Piafenco, la deuxième et dernière. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième fois. On va forcément faire un petit rappel de ce qu'on s'est dit lundi sur les sujets de zone d'études, de méthodologie de travail, ainsi que sur les sujets, mais rapidement, de fréquentation et d'utilisation de la zone. Vos intervenants aujourd'hui sont les mêmes que lundi dernier, moi-même, Thomas Soulard, et mes deux collègues qui s'occupent du suivi environnemental à la Fondation OpenSea, Marine Reynaud et Olivier Allori. Et puis on est accompagné aujourd'hui d'Anaïs Pessato pour le Muséum national d'histoire naturelle. Mais on n'est pas les seuls, hein. Vous le verrez aussi, on est accompagné de nos collègues qui sont dans le projet Piafenco depuis le début, hein. Antoine Chabrol pour le Muséum d'histoire naturelle, Franck Latreau pour EDF Power Solutions et Olivier Martinet pour BW Ideol. Voilà. Ces webinaires sont enregistrés, ils seront diffusés sur YouTube et on est en train de finaliser un livrable qui contient l'ensemble des références, l'ensemble des graphiques et beaucoup de détails supplémentaires. Donc, je vous invite à vous concentrer sur l'écoute et pas forcément besoin de prendre des notes. Il y aura tout ce qu'il faut de publiquement disponible par la suite. Et enfin, comme ce que je disais la première session, on va vous présenter nos résultats objectif par objectif. Et on a décidé de plutôt de suivre le cycle de vie de la donnée pour vous présenter ce qu'on a fait. Donc d'abord, création de données, traitement de données, souvent traités un petit peu ensemble. Le traitement, c'est là où on va faire intervenir bien souvent de l'IA, par exemple. Et puis ensuite, analyse-interprétation, c'est là où on vous présente les résultats et la discussion. Donc ça, on va vous présenter objectif par objectif. C'est ce qu'on peut retrouver dans une présentation d'articles scientifiques classiques. Et en toute fin de session, je vous parlerai un peu de l'accès, de l'archivage de nos données. Et, donc on va pouvoir vous faire quelques rappels sur ce qu'on s'est dit la dernière fois. Et pour ça, je vais laisser la parole à Marine. Oui, bonjour à tous. Merci Thomas. Donc, le projet Piafenco se concentre principalement sur le site d'essai SEMREV qui est dédié aux énergies marines renouvelables, où est installée l'éolienne flottante Flogen depuis 2018, ce qui en fait la première éolienne en mer implantée en France. Pour vous donner quelques chiffres, donc cette éolienne, elle fait 2 mégawatts, elle fait 100 mètres de hauteur pour 80 mètres de diamètre de rotor. Au niveau de son flotteur, donc il fait 36 mètres de côté, 5 mètres de large. Et il est carré et il est percé au milieu. Il y a un petit moon pool. Au niveau de la caractérisation de la zone d'étude, elle a été établie grâce aux études du parc éolien de Saint-Nazaire et également grâce au un rapport qui a été commandé à Bretagne Vivante, qui va s'appuyer sur le recensement décennal des oiseaux marins nicheurs de 2020 à 2022. Donc, ce rapport, il décrit les espèces présentes, leur biologie, et également, il a défini une zone d'influence de l'éolienne Flogen. Cette zone d'influence retenue, c'est un disque de 50 km de diamètre qui est recentré sur le site SEMREV. Il comprend en fait le parc éolien, les îlots, la frange côtière et également la zone spéciale, la zone de protection spéciale du Morbraz. Au niveau de la fréquentation et l'utilisation de l'éolienne, donc on a vu lundi que 6 espèces de chiroptères et au moins 35 espèces d'oiseaux ont été détectées à proximité de Flogen, grâce à des mesures acoustiques mais également visuelles avec des caméras. Et l'utilisation du flotteur est principalement faite par les laridés qui vont utiliser le flotteur comme reposoir la journée et comme dortoir la nuit. Merci Marine. Donc c'est le rappel sur notre zone d'étude. Je vous fais un rappel aussi très rapide sur le projet Piafenco. Je ne sais pas qui a suivi la session de lundi, mais pour faire vite, Piafenco, c'est un projet avec 5 partenaires. Vous les voyez en haut de l'écran. Il y a eu Centrale Nantes, puis derrière la Fondation OpenSea en coordination. On est accompagné du Muséum national d'histoire naturelle pour l'expertise scientifique. BW Ideol, hein, comme on l'a dit, qui met à disposition l'éolienne flottante Flogen et qui a contribué à la mise en place des suivis, et puis le parc éolien en mer de Saint-Nazaire avec EDF Power Solutions
qui apporte du contexte sur l'éolien en mer. Il a duré 4 ans, il est à présent terminé, avec un budget de 300 000 euros, je le répète parce que je le trouve assez raisonnable par rapport aux ambitions qu'on s'était données, et je pense que c'est à garder en tête pendant cette présentation-là. Et donc, on vous a déjà présenté la méthodologie du projet qui est, qui est basée sur 2 piliers, hein. Le premier, en bas, on le voit, c'est d'essayer de comprendre quelle est la fréquentation de la zone par les oiseaux et les chiroptères et comment ils utilisent euh, l'éolienne, par exemple en zone de repos ou en zone d'alimentation. C'était la première partie. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt la deuxième partie, c'est l'interaction en vol. On se demande si ces modifications d'usage peuvent influencer le risque d'impact. Et donc, on va bien parler de ça aujourd'hui, de risque et de mortalité pour les 2 compartiments qu'on traite dans le projet, qui sont la vie-faune et les chiroptères. Et on a choisi d'intituler les objectifs de la même façon, hein. On cherche bien à caractériser les interactions en vol avec l'éolienne flottante et avec derrière l'ambition de caractériser un petit peu mieux ce risque pour les 2 compartiments. Et je vais pour ça redonner la parole à Anaïs. Vas-y Anaïs. Merci Thomas, bonjour tout le monde. Donc, petit rappel sur la méthodologie qu'on a utilisée pour suivre les chauves-souris sur l'éolienne. Aujourd'hui, on va vous présenter la comparaison entre les détections au niveau de la plateforme, donc au niveau de l'enregistreur posé en bas de l'éolienne, et du capteur positionné au niveau de la nacelle, donc en haut. Donc, les capteurs qu'on a utilisés sont un DSM-4 PAT et celui à nacelle n'a été positionné qu'à partir de mars 2022, alors que celui sur la plateforme, on a des données depuis octobre 2021 et tous deux ont été rapatriés en juin 2025. Alors, concernant le traitement des enregistrements acoustiques, donc on a utilisé l'outil Tadarida pour détecter et identifier automatiquement les cris des chauves-souris. L'outil Tadarida a été développé par le muséum dans le cadre du suivi national des chauves-souris Vigikiro. Pour chaque identification de Tadarida, on a sélectionné les identifications avec un indice de confiance supérieur à 0,5 et on a validé manuellement toutes ces identifications. Comme unité, on a utilisé le contact, qui est la présence d'au moins un cri dans une fenêtre de 5 secondes. Et l'analyse qu'on présente aujourd'hui lors de ce webinaire porte sur les données enregistrées entre mars 2022 à mars 2023. Tout comme lundi, en bas, vous voyez un sonogramme qui est une représentation graphique des sons. Et les chauves-souris émettent des ultrasons, donc normalement, on n'est pas censé les entendre la plupart du temps. Mais là, on a modifié le son pour qu'on puisse entendre et Thomas va essayer de vous le jouer. Et cette fois, je ne vais pas parler par-dessus, puisqu'on m'a fait la remarque que j'avais fait la dernière fois, mais normalement... Voilà. Tu peux continuer. Ça marche, merci. Donc, sur les espèces qui ont été détectées en nacelle, donc en haut de l'éolienne, on en a eu 4, alors qu'on en avait détecté 6 au niveau de la plateforme. Donc, vous pouvez voir ça sur le graphique à droite. En haut, c'est les détections au niveau de la plateforme de mars 2022 à janvier 2024. Et en bas, ce sont les détections au niveau de la nacelle. Les zones grisées foncées sont des périodes où on n'a pas eu d'enregistrement pour diverses raisons de maintenance. Et les périodes qu'on a échantillonnées donc, sont la nuit et ça correspond à la zone plutôt grisée claire au milieu de chaque graphique et les points correspondent à un contact. Donc les espèces qu'on a détectées en nacelle sont la sérotine commune, la noctule de Lessler, la noctule commune et la Pipistrella natusus. Et parmi ce cortège, donc il y a 3 espèces de migratrices longue distance que sont la noctule de Lessler, la noctule commune et la Pipistrella natusus. Donc comme je vous ai dit, ces 4 espèces elles avaient été aussi détectées sur la plateforme. Comme sur la plateforme, on a une activité qui est beaucoup plus forte en automne, mais on peut voir quand même que l'échantillonnage n'est pas forcément homogène et on n'a pas beaucoup de données en 2023 en dehors de cette période. Donc, au niveau des contacts qu'on a eu en nacelle, il y a 11% de ces contacts qui étaient quand l'éolienne était en fonctionnement. Donc, si on prend
Si on revient par rapport aux résultats qu'on a pu présenter au webinaire 1, c'est assez cohérent avec ce qu'on a trouvé. Lors du webinaire 1, on a démontré qu'on avait une forte activité par vent faible. Donc, par vent faible, l'éolienne n'est pas forcément en fonctionnement. Maintenant, si on s'intéresse à deux espèces migratrices qui ont été contactées aussi au niveau de la nacelle, la Pipistrelle natudus, on peut la détecter jusqu'à 25 mètres autour du capteur. Et si on regarde sur le graphique qui est présenté à droite, par rapport au diamètre de l'éolienne, si on l'a détecté au niveau du capteur de la nacelle, c'est que la pipistrelle volait probablement dans la zone de balayage. Et au total, on a eu environ 10% de tous les contacts qui ont été détectés en haut de la nacelle. Pour la Noctule de Lessler, c'est un peu plus compliqué, car la distance de détection est un peu plus longue, donc c'est 80 mètres. Pourtant, on a eu quand même beaucoup plus de contacts de la Noctule aussi au niveau de la nacelle, donc environ 40% de tous les contacts ont été détectés en haut. Donc on peut quand même supposer qu'il y a que les individus volaient probablement dans la zone de balayage. Donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'on a détecté 4 espèces en nacelle. Il y a 2 espèces qu'on n'a pas détectées en nacelle, mais qu'on avait détectées sur la plateforme, que sont la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle commune. Ces 2 espèces sont détectables seulement à 25 mètres, donc ça peut être une des raisons pour lesquelles on ne les a pas détectées. Cependant, la pipistrelle natudus, comme je viens de vous dire, elle est aussi détectable à 25 mètres, mais il y a des études qui ont été faites sur Terre cette fois et qui montrent que la pipistrelle natudus vole un peu plus haut que ces autres espèces de pipistrelles. On a aussi détecté la sérotine commune qui vole plutôt à basse altitude, tout comme la pipistrelle commune ou la pipistrelle de Kuhl, mais celle-ci est détectable à plus longue distance, à 40 mètres. Et pour conclure, donc, le fait qu'on ait détecté ces espèces en nacelle démontre qu'elles volent probablement dans la zone de balayage des pales. Merci Anaïs. Je me permets de poser une petite question maintenant qui a été posée dans le chat sur les Kiro, plutôt sur le moyen de mesure. Donc, quel microphone a-t-on utilisé pour les ultrasons? Et ça va avec, est-ce qu'on a rencontré des problèmes de bruit électronique en nacelle qui pouvaient nuire à la mesure sur les ultrasons? Alors, on a utilisé des SMU2 qui sont super résistants à toutes les conditions. IP68, donc nous on les calibrait tous les ans et les valeurs des calibrations étaient tout le temps correctes. Est-ce qu'on a eu des problèmes de bruit électronique? Il me semble pas sur FloatGen. Je crois qu'on n'a pas eu de gêne sur ces enregistrements. Merci. J'espère que ça répond à la question. Et puis il y a quelqu'un qui demandait aussi qu'est-ce qu'on veut dire par détecter en haut. Faut se représenter le schéma qu'on avait tout à l'heure. On avait un capteur en nacelle ici et un capteur sur le flotteur en bas. Donc en haut veut dire uniquement par celui-là. Et donc probablement dans la zone de balayage des pales. Voilà. Ça a répondu à la question. N'hésitez pas à continuer à en poser, on pourra quand même y répondre. Et on va pouvoir enchaîner avec le même objectif, mais cette fois pour les oiseaux, sauf que là on a fait déployer un peu plus de méthodes différentes et on a pas mal d'analyses à vous partager du fait de la démultiplication des moyens. Pour le dire le plus clairement possible, en fait, notre objectif sur les oiseaux et leur interaction en vol avec l'éolienne, c'est de mieux comprendre ces comportements à proximité de l'éolienne et plus spécifiquement à proximité des pales de l'éolienne, et aussi en se faisant de contribuer à évaluer le risque de collision par une analyse de cause de mortalité suivi de trajectoire, et ça je vais y revenir juste après. Donc ça c'est bien notre objectif principal. Et comment on a fait, quelles données on est allé chercher? D'une part, le premier pilier, c'est bien de dénombrer les cadavres qu'on a pu trouver sur le flotteur, analyser les causes de mortalité de ces cadavres qu'on a pu collecter ou non. Ça, j'y reviendrai juste après. Deuxièmement, on a voulu estimer les biais connus sur ce dénombrement de cadavres retrouvés pour essayer de se projeter vers un nombre réel de cadavres, enfin de mortalité. Et pour ce faire, on a mis en place des tests de persistance, on en parlera. On a voulu mettre en place un filet pour récupérer davantage pour avoir une meilleure surface de récupération de cadavres. Vous le voyez sur le petit schéma, mais ça, malheureusement, on n'a pas pu le mettre en place dans la durée du projet. Donc ça, c'était le premier pilier, dénombrer les cadavres, estimer les biais. Et le deuxième pilier, c'est un suivi vidéo pour observer et comprendre un peu mieux, un peu plus finement les trajectoires de vol, collision, évitement, micro-évitement au niveau des pales. C'est de ça qu'on va vous parler à présent.
Mais pour la partie terrain sur le suivi de mortalité, je vais à nouveau redonner la parole à Marine. Marine, s'il te plaît. Merci Thomas. Effectivement, le flotteur de FlowGen a permis donc de faire un suivi de la mortalité du fait de sa configuration. Donc pour ce faire, on a établi un protocole en collaboration avec les partenaires du projet, mais également avec le centre vétérinaire de la faune sauvage et des écosystèmes de Nantes. En parallèle, bien sûr, on a demandé donc une autorisation de dérogation de transport d'espèces protégées. Et une fois qu'on l'a obtenue, donc on a pu former des opérateurs pour savoir comment mettre en place ce suivi et renseigner toutes les données dont on avait besoin. Et pour pouvoir donc transporter ces cadavres jusqu'au centre vétérinaire pour qu'une nécropsie soit réalisée. C'est-à-dire de déterminer les causes de la mort. Si un cadavre ne pouvait pas être récupéré, soit parce qu'il était détecté par les caméras de surveillance, soit parce que dans le dumping pool avec les épuisettes, on n'arrivait pas à le récupérer, il était quand même documenté avec une fiche terrain et également avec des photographies. Donc on avait ces deux types de données. Merci Marine. En effet, on a différentes méthodes de suivi, mais on en a fait un jeu de données. Je vais essayer de vous le présenter. Alors, j'ai pas mal de chiffres. Je vais essayer de le faire le plus clairement possible. À commencer par la durée d'échantillonnage. Donc, on a fait ce suivi de mortalité sur une durée longue, de 2018 à 2025. On a un nombre d'échantillons total de 77 cadavres. C'est vraiment la base de notre travail, sachant qu'une part importante, 62%, avait pu être collectée pour être analysé en laboratoire par les vétérinaires, comme le disait Marine. Mais on a aussi, et forcément ça va avec, une proportion assez forte de ces 77 observations qui sont liées à des interventions sur le flotteur, parce qu'il faut aller collecter le cadavre ou le prendre en photo. Donc c'est une limite de l'exercice, mais qu'on connaissait forcément initialement. Donc je vais d'abord essayer de vous parler un peu de la phénologie et puis l'identification des différentes espèces concernées par la mortalité. Je ne voulais pas afficher là, je ne pouvais pas tout montrer, mais elle est assez bien répartie sur l'année, enfin sur une année, quoi, et avec plutôt des pics aux périodes de migration, printemps-automne. Sur l'identification des espèces concernées, eh bien, on a 75% des cas qui ont pu être identifiés à l'espèce, sur tout le lot de données, et puis 100% au niveau de la famille. Et ça concerne, donc, comme je le disais dans les booklabs tout à l'heure, 15 espèces différentes d'oiseaux, et des oiseaux marins et terrestres. Pas de chiroptères, mais c'est aussi peut-être lié au fait que les personnels n'étaient pas forcément formés à chercher des cadavres de chiroptères. Donc on a bien une quinzaine d'espèces différentes, et puis on a pu déterminer l'âge pour une bonne majorité des cas. Et enfin, cette distribution, vous la voyez plutôt à droite. J'ai deux graphiques parce que il y a une partie qui est sur les cadavres qu'on a pu collecter pour envoyer au vétérinaire. Donc on voit une répartition un peu plus fine, je pense avec plus de facilité de déterminer les espèces ou les familles par un vétérinaire que par un observateur moins formé. On voit quand même fort idée, ce qui est cohérent avec ce qu'on a pu montrer lundi sur leur présence sur le flotteur. Et puis on a aussi d'autres espèces de passereaux notamment. Je reviendrai sur les cas de collision tout à l'heure plus en détail là-dessus. Donc ça, c'est une image globale de ce jeu de données. Et puis ensuite, si on s'intéresse aux causes de mortalité, on voit que déjà, c'est pas simple de déterminer les causes de mortalité, même pour un vétérinaire. Donc on a 44%, enfin presque la moitié des cas pour lesquels la cause n'a pas pu être déterminée. On a 28 collisions, donc ça fait 36% du jeu de données total. Et puis, les autres causes comptent pour 20%. Donc, nous, on a pas mal appris aussi avec ces analyses en laboratoire. Notamment, on a pu voir que les causes peuvent être uniques ou multiples. Le vétérinaire nous apporte aussi un niveau de certitude ou d'incertitude. On va de suspecter plutôt favorable, très fortement probable ou fortement probable à indéterminé. Donc, ça peut nous aider à classer la donnée dans l'analyse. Et puis, on a 15 causes identifiées hors collision.
Oui, c'est bien ça que je disais juste avant. Donc ça va, comme vous l'avez comme vous l'avez un peu deviné tout à l'heure, déshydratation, inanition, maladie. On a aussi eu un cas de piégeage. Donc voilà les causes qu'on peut avoir. Et puis, bon, j'imagine c'est aussi ce qui est attendu, c'est de faire un point sur les collisions. Donc c'est ce que je vais faire juste maintenant. Sur ces 28 cas, sur 77, c'est 28 cas de collision. À commencer par les laridés. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est un graphique sur l'année des collisions qu'on a pu observer. Et je sépare toujours ceux qu'on a collectés de ceux qu'on n'a pas collectés. Donc les laridés comptent pour 43% du total des collisions. On les voit tout au long de l'année. Alors là, on n'a pas janvier-février, mais c'est aussi parce qu'on a très peu d'interventions sur ces mois-là. Enfin, c'est probablement pour ça. Et on a les 3 espèces de goélands qu'on voit aussi en reposoir sur le flotteur, hein, brun, argenté et marin. Et pour les oiseaux terrestres, donc on a, en fait, c'est assez singulier, on a un pic, un jour, le 6 novembre 2024, avec 5 espèces et de nombreux cas de collision sur ce même jour. Donc avec le muséum et puis avec un peu d'aide d'autres projets, on a pu essayer de comprendre les causes. Donc c'est probablement une conjoncture de plusieurs phénomènes pour ce cas-là. On va pas en faire une généralité, mais en tout cas là, on tombe dans une migration post-nuptiale d'une part. On a remarqué avec des images radar une forte proportion de vols à hauteur de balle en tout cas. Et puis on voit en bas à droite avec des données Météo France qu'on a obtenues via Migratlan, hein, un autre grand projet français sur les oiseaux, que en fait on est peut-être face à un événement de rétro-migration devant un front de précipitation, hein, c'est ce que vous voyez en orange, bleu en bas là, qui pourrait faire que nos passereaux sont remontés dans la zone de l'éolienne et ce genre de rétro-migration peut impacter leur stratégie de vol, voire la hauteur qui aurait pu engendrer cet événement de mortalité important sur une journée particulière. Donc à retenir à nouveau, hein, sur cette thématique du suivi de mortalité, suivi terrain, on a observé, donc ça concerne 15 espèces d'oiseaux marins et terrestres, une forte proportion de laridés bien évidemment. On a des causes pas évidentes à déterminer, qui peuvent être multiples, et pas forcément facile de hiérarchiser ces causes multiples, hein, ou de les ordonner. Donc c'est pour ça qu'on vous les a présentées ensemble. Et puis on a des signes traumatiques, hein, pour lesquels on a déduit ces 28 cas de collision. On a une cause unique de collision que dans un tiers des cas de collision. Et principalement sur des goélands toute l'année, comme je vous le disais, et les passereaux, on a cet événement un peu spécial qui est probablement plutôt lié à des conditions météorologiques. Et bien sûr, il faut toujours avoir en tête les limitations de cette étude-là, avec la forte relation au nombre d'allers-retours qu'on peut faire sur le flotteur, la représentativité des données. Et c'était assez difficile de normaliser cet effort d'observation. Vous verrez ça dans le rapport qu'on a écrit. J'espère que c'est assez clair pour vous. Quand moi je présente, j'ai plus de mal à regarder les questions. Je vais le faire après. Et je vais redonner la parole à Marine qui va vous parler de la persistance, des tests de persistance qu'on a fait. Vas-y Marine. Oui, effectivement, comme Thomas vous expliqué, dans un suivi de mortalité, il va y avoir des calculs de biais associés et notamment le temps de disparition des cadavres entre 2 inspections du flotteur. Donc, on a dû faire des tests de persistance parce que également la configuration du flotteur nous le permettait. Donc, il a fallu adapter le protocole qui est utilisé dans l'éolien terrestre. Et donc, pour ce faire, on a utilisé 3 types de leurres, des juvéniles de rats, des poussins et des pigeons ramiers adultes, pour respectivement imiter les chiroptères, des passériformes et des laridés. À savoir que ces animaux sont issus d'élevage agréé, donc il n'y avait pas de risque sanitaire pour la faune sauvage. Comme on ne pouvait pas faire de suivi après la pose des leurres à des fréquences régulières, on a mis en place un suivi par piège photographie ou alors on a utilisé des caméras de surveillance du flotteur. Et donc, on a réparti ces 3 leurres sur différentes orientations du flotteur.
Ensuite, pour le traitement de la donnée, ça a été du visionnage de vidéos pour identifier donc l'origine, la date et l'heure de la disparition pour calculer le temps de la disparition. Donc, sur 57 leurres qui ont été déposées, 43 ont pu être suivis. Donc, c'est dû à des problèmes principalement de caméra. Elles ont eu du mal à résister aux conditions extrêmes. Elles sont positionnées à 1 mètre sur les garde-corps. Il y a eu aussi des problèmes des fois de cadrage de ces caméras par rapport aux leurres. En tout cas, en termes de résultats, un leurre met entre 0,2 et 7,2 jours pour disparaître. On n'a pas vu de différence significative entre les saisons ou les expérimentations, comme on pourrait s'y attendre, ni entre les différents types de leurres, même si on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation. Plus le leurre est gros, plus le temps de disparition est important, mais ces différences ne sont pas significatives. Concernant l'origine de la disparition, donc on a identifié 3 causes possibles. La prédation par les oiseaux, donc à 60%, majoritairement par les laridés, mais on a observé aussi des limicoles, comme un tourne-pierre à collier. On a les vagues qui déferlent sur le flotteur, comme vous pouvez le voir à l'image, donc ça, responsable dans 35% des cas, et également le vent, 5%. Dans le cadre du suivi aussi de mortalité, on a fait une étude sur la répartition spatiale de ces cadavres dans la zone de recherche et uniquement sur les cas de collision. Donc, ce qu'on a observé, c'est que la majorité des cas, donc dans 46% des cas, les individus étaient repêchés dans le moon pool. 29% étaient plutôt observés à l'arrière, 11% à l'avant et 14% sur tribord. Donc, on a une répartition qui n'est pas uniforme. Une fois qu'on avait cette répartition et calculé les biais, on a pu faire une estimation du taux de mortalité grâce à un modèle. Donc là, le modèle utilisé, c'est le modèle GenEst. Donc, il va prendre en compte donc, la probabilité de détection par un observateur. Alors, dans notre cas, il est estimé à 100% parce qu'il n'y a pas d'obstacle à la détection d'un cadavre. On n'est pas comme sur du terrestre où il peut y avoir de la végétation. Là, le sol est plutôt clair. Ensuite, donc, il y a la probabilité de dispersion entre 2 recherches. Donc là, c'est le test de persistance. Donc, on a pris comme valeur 1,4 jours qui est la valeur médiane. Il y a également donc, la probabilité que la carcasse tombe dans la zone de recherche. Et également, ça prend en compte les dates d'intervention. Donc, une fois qu'on a ces données-là, donc on va pouvoir calculer le taux de mortalité. Donc là, il a été calculé, on vous présente les résultats pour l'année 2024, où on a une mortalité médiane estimée à 66 goélands par an et par turbine et 55 passereaux par an et également par turbine. Alors, ces données doivent être mises en regard par rapport quand même à l'intervalle de confiance qui montre quand même des larges gammes de variabilité, hein, entre 6 et 64, c'est quand même important. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que un cadavre va mettre moins d'1 semaine pour disparaître, majoritairement à cause de la prédation, mais également des conditions météorologiques comme le vent, les vagues, et que ça va être une donnée importante d'entrée pour un modèle d'estimation de mortalité. Nous, dans notre cas d'étude, donc on arrive à une mortalité estimée autour de 60 individus par an et par turbine, mais qu'il faut quand même mettre, comme je disais, au regard de la variabilité qui est quand même très importante. Merci. Merci Marine. On a une petite question peut-être un peu tricky, mais je la pose quand même parce que j'ai pas la réponse. Comment avez-vous calculé la probabilité que la carcasse tombe dans la zone de recherche? Alors la personne qui a fait ces calculs n'est pas autour de la table aujourd'hui. Donc si on n'a pas la réponse là, on vous l'apportera après. Mais je sais pas si Anaïs, toi, tu as plus d'éléments à apporter là-dessus. Sinon, on fera une réponse plus détaillée ensuite.
Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Il faudrait lui demander directement, mais il a utilisé, ça s'appelle DWP, Density Weight Proportion, peut-être quelque chose comme ça. Et ça prend en compte, en fait, en fonction des données qu'on a, la répartition des cadavres sur le flotteur et dans la moon pool. Je ne sais pas trop si ça répond. Okay. Basé sur cette carto qu'on a montré juste avant, là. Pardon, ici, là. Les petits points rouges, c'est les positions des cadavres, enfin des cas de collision, pardon, qu'on a pu prélever dans ce que moi je vous ai montré juste avant. Et pour répondre à l'autre question, pendant que je suis là, on a en effet pu observer des tendances de ratio immature adulte. Je les ai montrées rapidement, vous les avez peut-être pas vues sous les petits graphiques là, en bas à droite. Et je n'ai pas, on n'a pas tiré d'analyse particulière là-dessus, puisqu'on a classé immature adulte en grande catégorie. Il aurait peut-être fallu aller plus dans le détail de l'âge pour en tirer quelque chose. On va pouvoir continuer. Donc, on a fait le dénombrement de cadavres, et puis on a pu essayer de voir par des modèles et par des tests de persistance quel pourrait être le nombre total de cadavres par an et par turbine. Mais on a aussi voulu regarder ce sujet des interactions en vol à travers un système de détection comme il en existe de plus en plus. Donc, pour essayer de regarder vraiment au niveau de ce qui se passe au niveau des pales et du mât et des comportements. Donc, on a fait un état de l'art un petit moment déjà, mais qui nous a montré qu'il y avait quand même déjà une grande diversité des moyens pour faire ce genre de suivi, détection-réaction. Tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens ici qui doivent être au courant, mais entre le prix, le hardware et le software, tout varie énormément. Ça va aller de 20 000 € à 1 million d'euros à la louche. Et dans un projet à 300 000 € de budget, vous vous doutez bien qu'on n'a pas pu acheter la Rolls de la détection, mais on a trouvé un système innovant, assez récent, développé par l'entreprise Spoor, qui nous semblait à la fois à un coût abordable et puis adaptable à un projet de R&D. Adaptable au point où ils ont modifié l'implémentation de leur système. Pour ceux qui le connaissent, c'est un système qui est normalement installé sur une éolienne quand on regarde une autre. Là, on l'a installé sur le flotteur, en bas. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, mais à l'avant du flotteur, et il regarde vers l'arrière, il regarde vers l'éolienne, comme on voit sur la photo à droite. Et la modification de l'implémentation classique force l'entreprise à modifier son algorithme. Et ben on en parlera tout à l'heure. Il y a eu des petites différences avec ça. Et puis, bon, je vous le dis, mais on a eu aussi besoin de retourner réparer au bout du premier mois, parce que c'est une zone très exposée. Il y a 3 mètres de tirant d'air, les vagues déferlent sous le pied de la caméra. Donc, on a eu besoin de réparer sur une partie de la période d'études. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu faire ? On se base essentiellement sur l'algorithme de l'entreprise pour détecter et tracer les individus qui passaient dans le champ. Eux, ils nous fournissent une solution via une application web où ils nous fournissent une capture vidéo, une trace, la date et l'heure de l'observation. Ils donnent une estimation de la direction de vol de l'individu. Ça, c'était garanti. Et puis après, il y a des choses... ils donnent aussi, bien sûr, ils donnent aussi la direction du vent à l'instant de la détection, mais ça, c'est issu de données publiques. Et aussi, ce qui me paraît important de noter, c'est que malheureusement, il n'y a pas pu y avoir de détection d'espèces, même de famille ou d'ordre. On n'a pas du tout d'informations. Et donc, par conséquent, pas d'estimation correcte de la hauteur de vol, puisqu'ils calculent la hauteur de vol sur une estimation de la taille de l'individu. Donc, on se retrouve avec des données assez simples, assez basiques. On va vous présenter sur l'étape d'entraînement, même si on n'avait pas la main dessus, mais je vous explique ce qui s'est passé. Au début, Spoor nous a fourni des données. Ils suivaient les oiseaux qui passaient près de notre éolienne, mais avec leur IA générale, pré-entraînée sur leur propre jeu de données. Donc ça nous a donné 9000 trajectoires sur 6 mois, beaucoup de trajectoires, pas mal de faux positifs. Donc ça, c'était en décembre, il y a un an, quoi. Et c'est qu'au bout d'un certain temps, à l'été 2025, donc 6 mois plus tard, qui nous ont fourni un algorithme réentraîné sur nos propres données. Donc ils ont choisi 254 vidéos, plus un jeu de test de 100 vidéos. Et ça leur a permis de nous fournir un algo spécifique pour nous, avec une précision d'après eux de 96%, mais on n'a que la précision, on n'a pas les autres paramètres de réglage, de qualité de l'algorithme. Et donc, c'est sur cet algo-là qui tourne encore aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on a pu obtenir à peu près 32 000 trajectoires
sur une dizaine de mois, donc entre novembre 2024 et puis fin septembre 2025 où on a arrêté l'analyse. Et c'est ça qu'on va vous présenter juste après. Donc ce jeu de données-là, on l'a concentré uniquement sur les vidéos. En vidéo, pour des contraintes de stockage, donc ils ne rendent pas tout en forme vidéo. Donc on a 1925 vidéos d'une durée de 12 secondes en moyenne, ça vous donne une idée de ce que nous on a dû visionner, et 1920 vidéos sur 12 000 détections de type oiseau. Donc en fait on en a pu traiter que 15% de toute détection estampillée oiseau par l'algorithme. Et ensuite on a, avec le muséum, déterminé une grille de visionnage pour nous, et on a fait passer 8 observateurs du projet pour regarder ces 1925 vidéos. Et il n'y avait pas que des experts ornithos chez les visionneurs, donc on a fait ce qu'on a pu pour que la grille soit la plus claire possible. Et pour l'analyse du coup de ce jeu de données, je vais donner la parole à Olivier. Olivier ? Oui, merci Thomas, bonjour à toutes et tous. Donc comme vient de le dire Thomas, on est parti d'un jeu de données de 1925 vidéos, donc répartis entre 8 observateurs. Et même avec le process que vous avez vu juste avant, chaque observateur a pu se rendre compte qu'il restait encore des faux positifs. Donc on a enlevé presque 180 observations. Donc il nous restait encore des vidéos exploitables. Mais on s'est rendu compte, donc comme on s'intéressait aux trajectoires de vol, que dans certains cas, la vidéo n'était pas d'assez bonne qualité pour pouvoir vraiment être conclusif sur le comportement en vol de l'oiseau. Donc au final, le jeu de données exploité, il est de presque 1700 trajectoires que l'on a pu catégoriser en trois types de vols. Peut-être l'animation juste. Merci. Donc 3 types de vols. Ce qui est représenté sur le graphique que vous avez là, donc c'est en pourcentage d'occurrence en fonction du temps. Donc vous vous rappelez qu'on a presque 1 an de suivi. Ce qui est bien, c'est qu'on a de la donnée pour chaque mois sur les 11 mois de l'année. On se rend compte qu'on a catégorisé en fait les trajectoires. Il y a dans 80% des cas observés. On a des vols qui sont sans interaction avec l'éolienne. On a 20% des cas, on a des trajectoires avec des signes d'évitement. Et les collisions, c'est les petits traits verts que vous voyez en mars et en avril, qui représentent 0,1%. Donc j'espère vous avoir appâté avec ça, parce que maintenant on va le détailler. Ok. Ce que je vous propose, c'est de commencer par les collisions. Donc les collisions, vous avez vu, c'est 0,1%. 0,1% en fait sur les presque 1700 vidéos exploitables, exploitées, ça représente 2 cas. Je vous donne juste le contexte. Ouais, on peut les lancer, je vous donne le contexte en même temps. Donc, dans les 2 cas, vous allez voir l'éolienne, elle est en rotation, à peu près à la même vitesse, entre 10 et 13 tours par minute. Vous voyez déjà sur les images, la visibilité, elle est assez bonne, le plafond de nuages, il est haut. Il n'y avait pas d'intervention humaine sur le flotteur à ce moment-là. Sur l'image de gauche, le vent il est d'ouest à 6 mètres secondes, et sur l'image de droite, le vent il sera de nord-est à est. Vous voyez, la nacelle est complètement dans l'autre sens pour 8 mètres secondes. Et on va regarder maintenant les collisions. On regarde celle de gauche d'abord. Je la remets. Ouais. Bouge pas. Vas-y. Donc, vous avez un oiseau qui arrive par l'arrière de l'éolienne en vol plané, il effectue un virage, il s'approche. Là, difficile de savoir s'il évite l'éolienne, et là, il est percuté et il quitte le champ de l'image quasi en chute libre. Sur le deuxième cas, donc on a un oiseau qui arrive aussi par le haut, très haute altitude, plutôt derrière l'éolienne, on dirait. Ça a bloqué. C'est ma faute. C'est pas grave. Et il se retrouve à proximité d'une balle, il se fait percuter. Et là, on le voit. Donc il était en vol plané et on le voit quitter. Il a l'air encore de pouvoir voler, un vol assez battu, assez anarchique.
et on le voit quitter le champ de la caméra sur le côté. On peut passer à l'image d'après. Donc, quand on analyse plus précisément ces deux cas de collision, on se rend compte que dans les deux cas, ce sont deux goélands. Je vous rappelle, donc c'est 0,1% de nos 1700 trajectoires. Donc, on se retrouve avec des caractéristiques un petit peu communes dans ces conclusions, dans ces collisions, pardon. Donc, on se retrouve avec des oiseaux qui étaient seuls, plutôt en vol plané, arrivant par l'arrière de l'éolienne avec une trajectoire sinueuse. Et l'hypothèse des experts ornithos, c'est plutôt que les collisions sont la conséquence de facteurs comportementaux individuels, en fait. Comme si les oiseaux avaient été attirés par un autre objectif, et donc on voit leur capacité d'anticipation ou d'évitement de l'obstacle réduite, un peu comme nous en voiture quand vous êtes au téléphone. Mais c'est un peu l'esprit. Ok, on passe par la suite. Donc, on a vu les collisions, on a vu que on avait aussi dans 20% des cas d'évitement. Alors là, pareil, toutes les analyses, on a essayé de faire un peu des statistiques descriptives autour de ça. On se retrouve dans la plupart des cas avec des oiseaux qui remontent le vent, donc plutôt derrière ou sur le côté de l'éolienne, avec des trajectoires encore une fois sinueuses, mais aussi, si on regarde le cas des goélands, parce que c'est le seul groupe qui a pu être un peu mieux déterminé d'un point de vue phénotypique. Donc, eux présentent des trajectoires, des cas d'évitement avec des trajectoires de vol linéaires. Donc ça interroge un petit peu sur les capacités de vol, et notamment des agilités, peut-être plus d'agilité dans ce groupe des laridés. On a aussi regardé quelle partie était évitée. Donc, on a plus de cas où c'est un évitement de l'éolienne en général, et on a des cas où on a un évitement de pales. Donc, cette catégorisation, en fait, nous a permis de définir, ouais, tu peux me mettre le tableau, ce qu'on appelle les méso-évitements. Donc, les méso-évitements, c'est un évitement de l'éolienne. L'oiseau ne s'approche pas trop de l'éolienne. Et le micro-évitement, c'est vraiment très proche de l'obstacle, un évitement, donc dans ce cas-là, plutôt l'évitement de la pale. Pour les gens qui sont spécialistes du domaine, vous avez sans doute la notion aussi de macro-évitement, mais vous vous rendez bien compte que dans le cas de notre système d'observation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender. Et donc on se rend compte, comme je vous l'ai dit, qu'on a plus de méso-évitement que de micro-évitement, et on a réussi à discriminer un petit peu les trajectoires de vol. Et donc le méso-évitement, c'est souvent des changements de direction et d'altitude qui caractérisent cet évitement. Pour le micro-évitement, on voit qu'il y a plus de comportements, plus de modalités dans ce micro-évitement. Il y a notamment de l'esquive des oiseaux, et sinon on retrouve des changements de direction, des changements combinés direction-altitude, des changements de hauteur, spécifiquement par les goélands, et des évitements qui arrivent dans des conditions qui sont assez larges, des conditions de vent qui vont de secteur ouest, de secteur nord à sud-est, des vitesses de vent majoritairement entre 4 et 8 mètres secondes. On a des évitements, même s'il y a de l'intervention humaine sur le flotteur, et des évitements alors que l'éolienne est en rotation ou l'éolienne à l'arrêt. Donc maintenant que je vous ai décrit tout ça, vous vous demandez sans doute à quoi ça ressemble un évitement. Un méso-évitement, donc l'oiseau va faire un demi-tour. Vous avez vu, il est arrivé par le côté, il a fait un large demi-tour, il s'est vraiment pas trop approché de l'éolienne. On regarde la vidéo de droite. Donc là, on va regarder un micro-évitement, vous suivez la trace rouge. Ok, là, normalement, vous vous dites, mais j'ai rien vu. Ouais, on est assez d'accord. Donc, ce qu'on vous propose, vitesse ralentie et on zoome. Faut regarder l'oiseau, attention, la pale arrive, et hop, vous avez vu le petit changement d'air. Hop, il a une bascule sur l'aile, et c'est un phénomène d'esquive de la part de l'oiseau. Donc, on retrouve un goéland avec une certaine agilité en vol.
Et vous vous rappelez peut-être en début de cette partie, il y a quand même une grande majorité des cas, 80%, où il n'y avait pas du tout d'interaction en vol. C'est vraiment des détections où l'oiseau est la plupart du temps sur le côté de l'éolienne, plutôt d'altitude très haute de vol, trajectoire linéaire et sans traverser la zone de balle. On a également caractérisé les conditions dans lesquelles surviennent cette non-interaction avec l'éolienne. Donc on retrouve des vitesses de vent de différents secteurs, on retrouve les mêmes secteurs, avec aussi des trajectoires observées dans des vents de secteur nord avec des vitesses de l'ordre de 12 mètres secondes, donc quelque chose d'assez fort. Et pareil dans les deux cas, que l'éolienne soit en fonctionnement ou à l'arrêt. Donc tout ça pour vous dire que les interactions en vol observées autour de FlowGen dans ce cadre d'étude, c'est la plupart du temps, il n'y a pas d'interaction. On a réussi à discriminer et à caractériser les évitements, méso-échelle, micro-échelle, comme je vous l'ai dit, avec notamment des changements de direction à méso-échelle, à micro-échelle, des esquives notamment. Des collisions qui arrivent, faut pas se le cacher, elles sont rares, mais elles sont avérées. Et également, pas de constatation de différence de comportement par rapport au mode de fonctionnement de l'éolienne, qu'elle soit en marche ou à l'arrêt. Toujours le même principe sur ce webinaire, c'est les limites à retenir de ces résultats. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'était 15% de l'ensemble des trajectoires enregistrées qu'on a pu expertiser. Vous avez vu, il y avait 8 observateurs différents avec des niveaux différents d'expertise. Donc, on a un bi-observateur qu'on n'a pas eu le temps d'estimer. Et puis, là, tous les résultats que j'ai pu vous présenter sont plutôt des statistiques descriptives. Si on voulait en tirer des liens de corrélation, enfin des corrélations plutôt, il faudrait plutôt mener des statistiques multivariées. Merci Olivier, merci pour ça. On n'est pas trop en retard, mais on a bien besoin de 5 minutes pour conclure sur l'ensemble du projet. On a essayé de répondre à pas mal. Il y en a sur les extrapolations de nos résultats, surtout sur la mortalité, que je voudrais bien prendre à l'oral, mais je les prendrai tout à l'heure. Donc c'est pour prévenir mes collègues de chercher une réponse. Donc les conclusions. On l'a dans la conclusion. On l'a en partie dans la conclusion, c'est pour ça que je le garde pour tout à l'heure. En fait, les conclusions, on va les formuler de différentes manières. Je vais garder la partie sur les chiroptères et les oiseaux pour la fin, mais je voulais d'abord aborder un point, pas forcément celui qui nous met le plus en avant, mais c'est sur la base de données. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de nos données? Donc, nous, on a vraiment souhaité, tous les partenaires, que le rapport d'analyse soit public. Donc, on a des petites choses à faire encore, mais on veut le publier avant la fin de l'année. Ce sera probablement sur le site de l'ADEME, voire éolienneenmer.fr. Donc gardez un œil sur les réseaux sociaux. Il y a les données acoustiques principalement qui vont être bancarisées sur Yen 2P3 via le programme Vigikiro, tout ou partie. Il nous reste encore un peu à faire. Et malheureusement, on doit reconnaître aujourd'hui que une partie des données n'a pas pu être ni traitée par IA, par exemple, ni analysée. Donc ça, c'est ce que j'essaie de reporter dans le schéma à droite. Je ne veux pas passer 1 heure sur ce graphique, mais dans les étapes du cycle de vie de la donnée, j'ai essayé de leur donner une couleur. Et vous voyez qu'il y a certains sujets qu'on a on a fait une partie du travail, on s'est arrêté parce qu'on avait des contraintes qui faisaient qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Il y a des traitements de données qui sont faits que partiellement. Par exemple, on a traité qu'une année, vous l'avez vu, sur le reposoir. On a toutes les autres données, il aurait fallu pouvoir les traiter, on n'a pas pu le faire. Et puis, des fois, c'est pareil, dans l'analyse, il va nous, comme le disait Olivier, il peut nous manquer certaines... on aurait pu pousser des analyses plus loin. Et enfin, l'archivage, il est en partie fait sur IN2P3, mais aussi stocké des fois en interne chez nous. Donc la donnée, elle est classée le mieux possible, mais pas forcément totalement accessible. C'est ce qu'on voit. Donc ce que ça veut dire, en gros, c'est que nous, on est tout à fait volontaire pour continuer ce qu'on a commencé, mais malheureusement, dans le cadre de Piafenco, on n'a pas pu le faire. Et si ça intéresse certains d'entre vous, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et donc, je voudrais aussi, même si... on aura pu en parler des heures, faire un petit retour d'expérience sur les moyens de suivi. On a fait beaucoup de terrain, mais là, j'ai décidé plutôt de vous parler de l'IA, parce que c'est quand même un sujet assez tendance, mais on a pu, nous, en utiliser 4 IA ou détecteurs automatiques, selon les gens à qui on parle, c'est pas exactement la même dénomination, mais
que ce soit pour l'acoustique, comme on le voit là, ou pour les vidéos ou les images. On a des natures différentes, hein. Il y a des IA des détecteurs qui viennent de la recherche, d'autres de l'innovation, petites entreprises ou carrément BirdNet. Alors, je ne veux pas dire que c'est commercial, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser, peut-être que vous pouvez utiliser chez vous. Et on en a tiré quelques enseignements, notamment sur la nécessité de bien planifier la phase d'entraînement. Entre l'un qui demande 3-4 000 photos expertisées par ornithologue et l'autre 300 ou 200 vidéos, c'est pas la même durée. Des fois, ça nécessite d'avoir plusieurs experts. Et du coup, on a des problèmes de contrôle qualité. Donc, c'est des choses qu'il faut planifier en amont. Et quand on n'a pas l'expertise, quand on se retrouve, on va développer son projet, on n'a pas cette expertise-là, on ne peut pas quantifier cet effort. Et pourtant, c'est essentiel, même pour la suite. Il y a aussi, bien sûr, toute une question de détectabilité. Ces IA ne sont pas parfaites. Quand, pour l'acoustique, par exemple, Anaïs vous a parlé des bruits parasites. On a aussi, pour la caméra, on a pu voir, je pense que les évitements là, dont Olivier vous parlait, les collisions, moi, je suis pas convaincu que l'IA elle puisse nous dire, parce qu'il y a une rupture de pente, il y a une collision sur la trajectoire. On n'en est pas là, en tout cas aujourd'hui. Et puis, bien sûr, les passereaux, en fait, la caméra de détection orientée vers les pales, on n'a jamais pu s'assurer que c'était des passereaux. Ils sont plus petits, plus rares. Donc, l'entraînement des IA, il se fait sur un jeu plus petit. Donc, c'est plus difficile à détecter au début et puis à détecter par IA derrière. Donc, cette détectabilité, c'est un gros sujet. Et enfin, la flexibilité. Je pense que ceux qui l'ont utilisé ont sans doute, mais autant en entrée, c'est-à-dire qu'on donne à l'IA la taxonomie, par exemple, sur le suivi avec en vol, là, sur la caméra de surveillance, ça a été particulièrement un sujet assez complexe. Il ne faut pas se tromper au début là-dessus. Et l'effet boîte noire en sortie, hein. Avec Spoor, on n'a pas forcément eu le choix de ce qu'on a eu en sortie. Et ça peut être assez problématique. Et donc, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que déjà, on pourrait utiliser nos données pour améliorer certaines IA. Je crois que c'est un peu prévu pour Darida ou BirdNet dans l'avenir. Et puis, on vous propose d'éviter le tout IA pour l'instant. L'intervention humaine manuelle nous semble assez nécessaire quand on va regarder des comportements assez fins. Et le temps passe, donc je ne vais pas m'attarder sur la gestion de données, mais sur un projet comme celui-là, c'est particulièrement complexe. Notamment l'autonomisation de la collecte de données acoustiques, c'était un vrai sujet. Et donc, on va être quelques minutes en retard, mais je pense qu'on va refaire un slide sur les conclusions sur les chiroptères et un slide sur les conclusions sur les oiseaux. Donc là, accrochez-vous bien, c'est le à retenir global. Vas-y, Anaïs, pour les chiroptères. Merci. Donc, ce qu'il y a à retenir sur la fréquentation et l'utilisation des chiroptères de Floatgen, c'est qu'on a démontré une dominance d'espèces migratrices, donc la Noctules Hessler et la Pipistrelle natusus, principalement présentes en automne, à la fois sur la plateforme mais aussi en nacelle. Dans des conditions météo plutôt faibles et températures chaudes, ce qui est cohérent avec ce qui est connu dans la littérature en Europe du Nord. Et donc, comme on a détecté des chiroptères au niveau de la nacelle, on suspecte une présence dans la zone de balayage des pales et donc une exposition au risque de collision. À savoir que tous les résultats qu'on vous a présentés lors de ces 2 webinaires ou qu'on a mis aussi dans le rapport sont des modèles plutôt préliminaires, des résultats préliminaires qu'on pourra améliorer à l'aide de statistiques plus poussées et aussi qu'on complétera. Par exemple, on a analysé les effets des conditions météo sur l'activité des chauves-souris en nacelle. On mettra aussi en relation, si on pouvait, on essaierait de mettre en relation les résultats avec les données plus détaillées de fonctionnement de l'éolienne et on comparerait aussi l'activité des chauves-souris donc sur Floatgen avec d'autres sites qui ont été équipés comme les Grands Cardinaux ou le sur la côte. On t'entend plus, Thomas. Je pense que tu voulais me passer la parole. Oui, et je me suis mélangé dans le pinceau dans les slides en essayant de répondre aux questions. Merci Anaïs, pardon pour ça. Vas-y Olivier sur les oiseaux. Ok, donc les conclusions sur les oiseaux, c'est en gros de rebalayer tous les résultats qu'on a pu vous présenter, de faire abstraction des méthodes et d'essayer de mettre en commun tout ce qu'on a pu trouver. Et l'idée, c'est de s'approcher au fur et à mesure du site SEMREV, et donc grâce à l'instrumentation, donc dans ce cas-là, notamment via l'instrumentation de Floatgen, on se rend compte que le site d'essai, il est fréquenté par au moins 35 espèces d'oiseaux différents, et on a vu que ces oiseaux pouvaient être marins, limicoles, terrestres. Toujours en s'approchant, donc on s'est rendu compte que sur Floatgen,
parmi ces 35 espèces d'oiseaux, on n'en avait que 10 taxons différents qui étaient réellement présents sur le flotteur, donc, et principalement des goélands. Alors, en retenant que leur présence était vraiment soumise à des variabilités temporelles à différentes échelles, qu'elles soient saisonnières, nictémérales, c'est l'alternance jour-nuit, et diurne, avec des fréquentations aussi qui étaient liées aux conditions de mer et aux précipitations, notamment en cas de submersion du flotteur, vous n'allez pas retrouver d'oiseaux posés sur la plateforme. Et avec deux modes d'utilisation principaux, donc plutôt en tant que reposoir de jour et de dortoir à la nuit. Donc une fois ces oiseaux posés sur Floatgen, comment ils interagissent en vol autour de l'éolienne? Eh bien, on l'a vu aujourd'hui dans le deuxième webinaire, donc sans interaction dans 80% des cas, des comportements de micro-méso-évitement, et on a pu les détailler, mais aussi, ça peut arriver des collisions qui s'avèrent rares, mais avérées. Donc, comme cas limite extrême d'interaction, c'est la mortalité, notamment, mais on s'est rendu compte que les données récoltées portent sur de la mortalité essentiellement de l'aridé et de passeriformes. On vous a montré que les causes étaient multiples, elles n'étaient pas forcément liées à des collisions, et que aujourd'hui, l'axe de travail le plus perfectible concerne notamment par exemple un modèle mesure sur les risques de ouais, si tu veux passer l'anime. Donc on se rend compte, vous avez retenu tout à l'heure que le modèle de collision nous donnait par exemple pour les goélands autour de 66 goélands décédés par an avec une gamme allant de 6 à 164, mais si on croise avec nos observations dans toutes les limites qu'elles comportent, on se rend compte qu'on a plutôt des chiffres qui varient autour de 2 collisions de goélands par an ou de 4 décès par collision par an. Donc on est en dessous de la gamme du modèle, on se rend compte que là on a encore pas mal de jobs à fournir de ce côté-là. Et quand même, une question importante, c'est le fonctionnement de l'éolienne. Eh bien, on a quand même des faisceaux d'indices qui nous disent que on n'a pas vraiment de signe de dérangement des goélands lorsqu'ils sont posés sur le flotteur, lorsque l'éolienne fonctionne ou est à l'arrêt. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, lorsque dans leur vol aussi, il n'y a pas vraiment d'effet du fonctionnement, du mode de fonctionnement de l'éolienne. Dans tous les cas, tous ces résultats, quels qu'ils soient, ceux du premier webinaire, ceux du second, les limites, en général, sont, vous l'avez sans doute noté, on n'a pas une exhaustivité de l'exploitation des données. Dans certains cas, on a même une représentativité qui est assez limitée. On a des biais d'analyse, mais ça, souvent, on le retrouve dans les fortes variabilités de nos résultats. Et puis, on en a pas mal parlé, il y a quand même des analyses statistiques qui sont à consolider. Donc, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est que ces résultats-là, ouais, si tu veux mettre l'anime. Donc, ces résultats, ils ne peuvent pas être généralisés. Par contre, lorsque vous allez les réutiliser, parce qu'ils vont être réutilisés, ne pas oublier de les contextualiser. Voilà. Merci. Il est tard, mais je voudrais quand même qu'on essaie de prendre une question sur l'extrapolation de ces résultats, parce qu'en fait, il y en a plusieurs qui sont revenus. Donc, je pourrais peut-être donner la parole à Antoine, par exemple, mais la question a été posée de deux sortes. C'est ces chiffres de mortalité, est-ce qu'on peut les extrapoler à plusieurs éoliennes? Là, c'est une éolienne, qu'est-ce qui se passerait au niveau d'un parc? Et la deuxième question, c'est pour des éoliennes plus grandes, comme celle de Saint-Nazaire ou celles qui vont être installées derrière, qu'est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que on a un commentaire là-dessus? Donc l'extrapolation vraiment de ces chiffres de mortalité, donc Olivier l'a bien dit, faut les prendre avec des pincettes. C'est sur ce cas-là, mais
comment on pourrait extrapoler tout ça? Antoine, est-ce que tu as une idée? Je pense pas qu'on veut parler d'extrapolation pour l'instant. Effectivement, c'est un premier bilan qui est fait à partir de cette éolienne, à partir des observations qui ont été faites. Là, on parle effectivement de collisions de goélands par an, mais c'est des collisions qui sont avec des caméras qui ne fonctionnent pas de nuit, peut-être qui ne fonctionnent pas dans toutes les conditions météorologiques. On parle de 4 décès de collisions par an sur la plateforme, mais on sait que tous les cadavres ne tombent pas sur la plateforme. Voilà. Tout ça, c'est des premiers éléments. C'est basé effectivement sur une seule année de référence, notamment pour certains types de dispositifs. Donc, il faut vraiment voir ça comme des ordres de grandeur. Et après, là, effectivement, pour répondre à quelques questions, il faudrait recontextualiser ça par rapport à d'autres éoliennes, avec le positionnement de cette éolienne par rapport à la densité d'oiseaux présente localement, avec les caractéristiques propres de cette éolienne. Donc effectivement, on ne peut pas extrapoler ça à l'ensemble d'éoliennes et d'autres parcs, quoi. Merci. Pardon, une petite précision sur l'extrapolation. Donc l'extrapolation, dans ce cas-là, elle se pose en termes de changement d'échelle. Et toutes les hypothèses de changement d'échelle, on les a pas. Donc, passer de une éolienne à plusieurs éoliennes, ça, on ne sait pas encore faire. Vous avez noté qu'on est dans du flottant, et donc on n'a pas encore de parc pour ça. Et le deuxième écueil est la situation géographique. Une situation à SEMREV ne reflète pas forcément les mêmes conditions que d'autres lieux le long de la façade atlantique, voire la Méditerranée. Merci, et j'aimerais bien en prendre une dernière parce qu'en plus elle va concerner les chauves-souris qu'on a tendance à faire passer après les oiseaux. Donc conclure sur une question sur les chauves-souris, ça me plaît bien. On nous demande, c'est vrai que on a beaucoup parlé de comportement et d'effets dortoir, reposoir pour les oiseaux. Et est-ce qu'on a une idée de l'utilisation chez les chauves-souris, simple survol ou autre, et puis comment on pourrait creuser ce sujet? Je sais pas, Anaïs, si tu as des éléments de réponse. Oui, ce qui est intéressant avec le cri des chauves-souris, c'est que de par leur forme, on peut essayer de comprendre leur comportement. Donc, on a plutôt eu des cris de passage, en fait, donc qui indiqueraient que les chauves-souris étaient en survol, quoi, elles passent autour de l'éolienne. Mais il y a eu des présences de feeding buzz aussi. Les feeding buzz, c'est plutôt des cris très rapprochés qui sont utilisés généralement qu'à la chasse ou pour avoir une idée plus précise de ce qu'il y a aux alentours. Et ça pourrait démontrer qu'il y a des chauves-souris qui viennent sur la plateforme s'alimenter. Après, ces cris étaient particulièrement rares, mais c'est possible. Il y a des insectes qui ont été observés, me semble, Marine, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. La plupart, c'était plutôt au passage, en mer, en tout cas, et au niveau de l'éolienne, mais ça peut être aussi l'alimentation. Merci Anaïs. Oui, Marie, tu veux compléter? Oui, non, je voulais affirmer la phrase d'Anaïs, il y a bien des observations d'insectes sur la plateforme. Merci, je pense qu'on a un peu dépassé le temps, mais il y avait un peu plus de questions et pas mal de contenu. Je voulais rappeler vous dire qu'on était ravis de vous partager tout ça. Piafenco, c'était un petit projet initialement, mais un peu grand par ses ambitions. Je pense que c'était un des premiers projets à s'intéresser réellement à l'impact, au lien entre la faune volante et l'éolienne. Et on espère qu'il vient compléter les projets en cours, Migratlan, Migralion, qui sont sur l'estimation plutôt de l'état initial et de comprendre ce que sont les populations d'oiseaux. Nous, on s'est intéressé vraiment à ce qui se passe sur les interactions en vol et sur les effets de type reposoir ou dortoir. On vous invite à nous contacter, bien sûr, à lire le rapport avec attention et clôturer l'événement maintenant. Je voulais remercier les partenaires du projet pour leur contribution pendant 4 ans, bien sûr, et aussi pour le dernier sprint avec le rapport et le webinaire. Merci tout le monde et bonne fin de journée.